Bonjour et bienvenue dans Le Monde Campus Le Mag, 8e étape de notre Tour de France. Nous sommes au Mans en partenariat avec LMTV Sarthe. Dans ce magazine, on vous raconte comment les jeunes vivent, se forment, travaillent et changent la société. Aujourd'hui, en plateau, des Mancelles et des Manceaux qui font bouger la région, mais aussi un dossier spécial consacré au métier du son, à l'occasion de la Biennale du son qui vient de se terminer ici au Mans, mais aussi de cette extraordinaire exposition à l'abbaye royale de l'Épau, Anima ex Musica, bestiaire utopique. Pour commencer, je vous propose de retrouver sans plus tarder la marraine de cette émission. Elle est Mancelle, elle est trompettiste, elle a remporté énormément de prix pour sa jeune carrière, notamment une victoire de la musique à l'âge de 17 ans. Lucienne Renaudin-Vary, en avant la musique. Bienvenue sur le plateau de LMTV Sarthe pour cette émission spéciale Le Monde Campus Le Mag au Mans avec notre marraine Lucienne Renaudin-Vary, originaire du Mans, marraine de cette émission. Lucienne que le monde a surnommée la Fée Trompette. C'était en 2016, l'année où elle a été récompensée par une victoire de la musique catégorie Révélation. Lucienne qui a déjà publié 3 albums chez Warner Classics. Il y a The Voice of the Trumpet, c'était en 2017 avec l'Orchestre National de Lille. Mademoiselle in New York avec le BBC Concert Orchestra. Pas moins de 4 étoiles au BBC Music Magazine. Et puis Piazzolla Stories avec l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo sous la direction de Sacha Goetzel. Je ne liste pas les salles, les chefs, les orchestres avec lesquels elle joue tout le Gotha. Et là, celui du classique comme celui du jazz, puisqu'à l'instar d'un autre grand trompettiste, Wynton Marsalis, elle sait tout jouer. Mais en fait, un petit solo vaut mieux qu'un long discours. Lucienne, live sur le plateau du Monde Campus Le Mag, nous emmène pour ouvrir cette émission de l'autre côté de l'arc-en-ciel. Merci, grand merci, Lucienne. On vous torture en fait, parce on vous oblige à jouer, j'exagère, c'est vous qui avez très généreusement proposé. Mais enfin, on ne vous a pas laissé le temps d'enlever vos chaussures. C'est vrai, j'aurais pu les enlever. Pourquoi vous aimez jouer pieds nus d'ailleurs ? Parce que déjà c'est plus confortable. Moi je suis toujours pieds nus chez moi, partout, c'est beaucoup plus confortable. Et puis je sens quand j'ai un orchestre derrière moi, les vibrations de l'orchestre, puis je peux facilement danser. Parce que pour moi, c'est vraiment la musique et la danse sont vraiment très proches. Enfin, j'imagine pas ne pas bouger ou rester fixe. Pour moi, mes mouvements accompagnent la musique et vice-versa. Donc on a dit la fée trompette, on aurait pu dire la trompettiste aux pieds nus. Et puis, vous jouez en solo, ce qui n'est pas forcément la forme favorite des trompettistes, ni des violonistes d'ailleurs, je parle pour un instrument que je connais un peu. C'est pas un instrument harmonique, donc les notes sans harmonie, ça peut vouloir dire tout ou pas grand-chose. C'est comme pour les non-musiciens, quand on chante a cappella, c'est-à-dire sans accompagnement. Oui, voilà. On va retracer votre parcours de trompettiste avec une première photo, une photo d'enfance. Vous avez quel âge à peu près là ? Je dirais 9 ans, 10 ans. Et puis, là, il y a mon petit frère. J'aime beaucoup cette période de ma vie. J'étais au conservatoire au Mans. Et c'était super la politique du conservatoire parce qu'ils prêtaient les instruments. Donc j'ai pu
avoir la possibilité de jouer, d'essayer. Puis ça m'a plu par chance, mais ils m'ont prêté la trompette pendant quelques années. Donc, Sur cette photo qu'on voit de cette petite fille de 9 ans, au fond de vous, vous savez déjà qu'avec la trompette, il va se passer quelque chose d'énorme. Ça va. Si vous êtes en train de remplir Parcoursup, je vous en prie, vous respirez un grand coup, c'est une exception. C'est pas grave de pas savoir, mais Lucienne savait toute petite. En fait, j'ai rencontré la trompette un peu par hasard, totalement par hasard, mais c'est un peu un happy accident, parce que j'étais en cours de solfège au Conservatoire du Mans, et des professeurs sont venus présenter la trompette. Ils ont fait une sorte d'atelier pour donner envie aux jeunes de faire de la trompette, parce que c'est pas un instrument non plus très commun. On fait souvent du piano, du violon, du violoncelle. Et dès que j'ai essayé en fait en direct, et dès que j'ai fait un son, je savais que c'était ça que je voulais faire. Je pense que c'était un peu instinctif, un peu viscéral. Oui, bien sûr, c'est Philippe Lafitte, qui est maintenant professeur à Toulouse. On est allé rencontrer Philippe Lafitte. On écoute. Oui. Allez, la même version de l'histoire, mais par Philippe Lafitte. L'anecdote qui me vient à l'esprit, c'est en fait la rencontre avec Lucienne. J'ai rencontré Lucienne en classe de solfège, voilà. Et en fait, j'étais allé avec mon collègue du Conservatoire du Mans présenter la trompette. Nous avions joué des petits morceaux. Et à la fin de la séance, j'avais fait essayer l'instrument aux élèves. Et à un moment, il y a une petite fille qui a soufflé dans la trompette. Et j'ai entendu un son tout à fait particulier. Et donc, ça a retenu mon attention. Je lui ai dit, écoute, si tu as envie, eh bien, n'hésite pas à venir dans ma classe. Je lui ai donné un petit papier avec les jours où elle pouvait venir. Je lui ai dit, tu viens quand tu veux, n'importe quel jour, à n'importe quel horaire, je serai là. Et 2 jours plus tard, Lucienne est arrivée et nous avons débuté la trompette comme ça. Voilà. Si j'avais un message à faire passer à Lucienne, je voudrais lui dire que j'ai été un professeur très heureux de travailler avec elle. J'ai conscience de la chance que j'ai eue et puis ça a été beaucoup de joie, de bonheur de la voir grandir, progresser et puis de voir maintenant la réussite qu'elle a. Voilà. Et puis bon, j'ai une petite question, moi, du coup, à lui poser. J'aurais aimé savoir, par rapport à la période qu'elle a passée au Conservatoire du Mans, quel serait le moment qu'elle retiendrait. Je lutte pour ne pas verser ma larme. Mais il y a une vraie émotion de revoir Philippe Lafitte. Bah oui, mais on se revoit de temps en temps, donc c'est pas totalement une surprise de le revoir des années après, mais oui, oula. Ouais. On va discuter d'autre chose. Il vous pose une question quand même. Oui. Qu'est-ce que j'ai retenu de ce passage? J'ai déjà oublié tellement je suis. Ce passage au Conservatoire du Mans. C'est des années super, déjà parce que j'avais un professeur incroyable qui m'a pas... moi, j'ai toujours beaucoup bougé, par exemple. Et il aurait pu me brider, me dire non. Il a toujours été à l'écoute. Il y a des morceaux aussi que je jouais qui n'étaient pas forcément de mon âge, où c'était un peu trop dur pour moi, où j'avais pas les... je me suis laissé dire. Hein. Ouais. Des grands concertos. Enfin, je les volais pas, je les empruntais. Oui, tant bien. Non, voler au sens où vous n'étiez pas censé les jouer. Y compris d'ailleurs parce que ça peut être dangereux. C'est un sport physique, la trompette. Parce on peut se blesser. Oui, c'est un muscle. Donc c'est comme en sport, il faut faire attention, il faut se chauffer, etc. Sinon on peut se faire très mal. Comme des claquages par exemple, donc il faut faire attention. Ouais. Et moi j'allais à la bibliothèque du conservatoire et j'empruntais des partitions que je n'avais pas le droit d'emprunter, comme des concertos pour trompette, Hummel ou Haydn par exemple, parce que c'était pas encore de mon âge, j'étais à 1 an ou 2 ans de trompette, donc on fait pas ce genre de choses à cet âge-là, mais j'avais envie j'étais curieuse, j'avais envie de dévorer la musique. Donc, Avant même cette rencontre avec la trompette, vous m'avez confié que dès qu'il y avait de la musique à la maison, et d'ailleurs, ça rejoint ce que vous dites sur le fait de jouer pieds nus et de danser. Ça vous prenait littéralement physiquement. C'est une rencontre aussi de tout l'être, de tout le corps avec la musique, c'est ça? Oui, j'aime la musique, c'est ma passion. J'en écoute tous les jours, c'est ce qui m'anime. Et n'importe quelle musique d'ailleurs, que ce soit de la musique classique, du jazz, des chansons, toutes les musiques, quand c'est bien, voilà, n'importe quoi, ça marche. Philippe Lafitte au Conservatoire du Mans. Beaucoup de souvenirs d'enfance aussi qui sont liés à la musique. Il y a des films qui vous ont beaucoup plu? Oui, alors moi j'adorais l'opéra Carmen, que j'ai regardé en boucle quand j'étais petite. C'était le film avec Placido Domingo, qui est incroyable. J'étais fascinée par cette Carmen. Et puis j'aime beaucoup la comédie musicale, donc j'adorais La Mélodie du Bonheur.
Voilà, il y a des musiques que je refais encore aujourd'hui qui sont magnifiques. Ouais. Et le Magicien d'Oz, j'imagine, puisqu'on a entendu Over the Rainbow tout à l'heure, qui a été mondialement popularisé par le magicien d'Oz. Vous avez mis le solfège aussi, puisque vous avez découvert en cours de solfège. Oui, ça c'est rare. J'avais une prof de solfège incroyable qui s'appelle Christine Maris, qui enseigne toujours au Mans et qui m'a donné envie d'aimer la musique et qui est exceptionnelle. Donc quand on a des super profs... on peut tout faire. Oui, je crois. Allez, une deuxième photo pour illustrer votre enfance. Allez, je vous laisse la commenter. Après tout, vous savez mieux que moi. Eh bien, j'ai 2 frères qui sont sur la photo. C'est ma chambre d'enfant. Et on jouait tous ensemble de la musique. On faisait des chansons de jazz. C'était un peu n'importe quoi, là. Vous continuez à jouer ensemble ? Oui, ça nous arrive. Ouais. Pendant le confinement, on a fait des vidéos ensemble. Vos parents sont un soutien fondamental aujourd'hui dans votre carrière. Est-ce que ça a toujours été le cas ? Est-ce qu'ils vous ont toujours poussé vers la trompette ? Ou est-ce qu'à certains moments, ils vous ont dit, écoute... Ils ne m'ont pas poussé, parce que c'est moi qui ai décidé que je voulais faire de la trompette, et c'est moi qui ai rencontré mon professeur, etc. En fait, la trompette, ils pensaient que c'était un peu... une espèce d'envie comme ça qu'un enfant peut avoir, voilà, qui veut faire, je sais pas, n'importe quoi, du poney ou j'en sais rien, ou c'est des envies comme ça et que ça ne dure pas. Donc je faisais déjà du piano et j'étais très mauvaise, enfin je n'aimais pas du tout. Donc voilà, ils pensaient que c'était encore un instrument comme ça, donc je les ai convaincus. Et voilà, donc ils m'ont toujours soutenue, ils m'ont jamais poussée, mais ils m'ont toujours soutenue encore aujourd'hui et voilà, et j'en suis très heureuse. Le rôle des conservatoires, la manière dont ils incitent et invitent les enfants à faire de la musique, on est au Mans. On est donc allé en reportage au Conservatoire du Mans. Ça va peut-être vous rappeler quelques petits souvenirs. Et le reportage de LMTV Sarthe auprès de l'Orchestre des Petits Cuivres. Dans les rues du Vieux-Mans, le plus souvent à la tombée du jour, vous pouvez entendre trombones et autres trompettes. Les élèves du conservatoire à rayonnement départemental nous ouvrent leurs portes. Nous voici avec l'orchestre Petit Cuivre. Ces enfants débutent dans leur pratique. 1, 2, 3... La professeure leur fait découvrir le répertoire classique, bien sûr, adapté à leur jeune âge. On est essentiellement pour mettre en place les bases, en fait, et pour les accompagner dans le travail qu'ils font avec leurs professeurs d'instruments en cours individuel. Pour l'instant, ces petits musiciens sont surtout motivés par des traditions familiales. Mes parents, ils sont joyeux parce que je fais de la musique. Ça fait plaisir à mon papy. J'aime bien et mes parents, ils m'ont dit de choisir un instrument. J'aime ça et ça me fait plaisir. Ce plaisir est presque palpable dans la section brass band junior. 1, 2, 1, 2. Moi, je pense qu'ils ont vraiment du plaisir à jouer ensemble. C'est le but, de toute façon, d'un instrument. Si on joue d'un instrument comme le cornet à piston, d'un instrument de la famille des cuivres, et qu'on n'a pas du tout envie de jouer avec les autres, dans ce cas-là, il faut peut-être se poser des questions. Avec plus de 1000 élèves aux profils différents et une multitude d'actions tournées vers l'extérieur, le conservatoire est un lieu de découverte. Bonjour. Quelqu'un qui n'a pas accès à la culture, qui vient dans un conservatoire et qui passe 1, 2, 3, 5, 10 ans et qui ressort heureux et épanoui, c'est une grande fierté. Pour certains, c'est aussi une voie professionnelle. Nous avons quelques étudiants qui souhaitent rentrer dans des écoles supérieures ou qui souhaitent être enseignants plus tard, qui souhaitent être musiciens, intermittents du spectacle. On a également donc un partenariat avec l'Université du Mans qui nous permet d'avoir des étudiants qui viennent de la France entière autour de l'acoustique. Le conservatoire s'inscrit dans tout un écosystème manceau de formation autour de la musique et de l'acoustique. Il est aussi impliqué dans la Biennale du son 2022. Depuis 2 ans, la crise sanitaire a quelque peu réduit le nombre d'élèves. Une raison de plus pour s'y inscrire, il n'y a plus de liste d'attente. Ce reportage au Conservatoire du Mans, j'imagine beaucoup de souvenirs pour vous, Lucienne. Alors après Le Mans, assez jeune, il y a le Conservatoire de Paris. Vous débarquez à 15 ans dans la capitale, toute jeune fille. C'est des années
Exaltante, difficile, comment ça se passe? Les deux, je crois. Beaucoup de joie aussi. Et c'était mon rêve de rentrer au Conservatoire de Paris. Donc voilà, j'avais réussi. J'ai fait le lycée en même temps. Donc c'était des années superbes parce qu'on apprend beaucoup de choses au conservatoire. On a des cours d'analyse, d'histoire de la musique, enfin on a de solfège même. Il y a des super professeurs. Donc c'était très enrichissant. Mais c'était très dur aussi parce que faire une licence et le bac en même temps, ben, c'est pas simple. Conservatoire en trompette classique, Oui. puis en classe de jazz. Et là, 2-3 mauvais souvenirs quand même. Oui, plus que 2-3, je crois. En fait, vous vous êtes fait virer, Je disons-le. me suis fait virer, voilà, on peut dire ça comme ça. J'ai fait 1 an, en fait. Et il y a eu des beaux moments quand même, hein, faut pas non plus tout... Mais oui, j'étais la seule fille, en fait, dans le département jazz, et ça m'a pesé. Parce qu'il y avait beaucoup de réflexions un peu machistes de la part de professeurs, de la part d'élèves. Et je ne l'ai pas très bien vécu, donc j'étais contente de m'être fait virer. Seule fille et la petite jeune en plus. Oui, ouais. Et vous auriez pu être la mascotte au C'est fond, vrai. mais ce qui s'est passé au début, mais plus là. Ouais, bon après le milieu de la musique, comme beaucoup de milieux, il y a beaucoup de sexisme dans le cinéma, dans le théâtre, enfin il y en a partout, donc voilà, il faut... Ça vous a fait une carapace? Ouais, je crois. Lucienne, vous allez nous accompagner pendant toute cette émission. On va parler, et je vais évidemment vous redonner la parole, on va à partir de ce parcours singulier, on en est bien conscient, mais on va essayer de tirer quelques enseignements généraux. Et pour cela, je vous propose de retrouver une nouvelle invitée. Elle s'appelle Christine Dreux, elle est inspectrice de l'éducation nationale ici dans la Sarthe. Et avec elle, on va tirer les enseignements de votre parcours. La saison Parcoursup bat son plein, mais bien au-delà de Parcoursup, la question de savoir comment on choisit sa voie, comment on choisit sa vie, c'est une question de chaque instant. Christine Dreux, bonjour. Bonjour. Vous êtes inspectrice de l'éducation nationale. À la fois hyper évident et pas évident du tout de tirer des enseignements généraux du parcours de Lucienne. Le parcours de Lucienne est atypique, exemplaire, et beaucoup de nos jeunes doivent se sentir tout petits face à ce beau parcours. Et pour autant, en chacun d'eux, il y a un fil à tirer. Il y a une trompette quelque part. Il y a une trompette quelque part, tout à fait. Il faut la rencontrer. Voilà. Alors comment on fait pour rencontrer sa trompette si on n'a pas la chance de l'avoir eu entre les mains à l'âge de 8 ans et d'avoir compris d'ailleurs que c'était la trompette? Comment on fait? On suit ce que l'on a envie de faire, ce que l'on aime faire, que ce soit à l'école ou en dehors de l'école. Et petit à petit, les intérêts vont se construire et le chemin va s'ouvrir. Voilà, en fonction des rencontres. Alors, je vous entends, et on a tous envie d'être d'accord. Concrètement, je m'y prends comment? Parce que parfois, on est très perdu par rapport à tout ça. Alors, on peut se faire accompagner par ses enseignants, par ses parents, par les psychologues qui ont en charge l'orientation dans les établissements, par des rencontres avec des professionnels. Souvent, c'est en s'identifiant à des personnes un petit peu plus âgées que l'on arrive à se représenter un petit peu son parcours. Lucienne, vous avez eu la tentation de vous ménager une sorte de plan B au cas où? Ou jamais? Non. 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 Merci beaucoup. Christine, est-il raisonnable de prévoir un plan B au cas où le plan A ne fonctionne pas? D'une manière générale, la réponse est oui. Il vaut mieux prévoir un plan B. C'est d'ailleurs ce que l'on conseille aux élèves de terminale quand ils remplissent Parcoursup. Ils ont la possibilité de faire 10 vœux et on les incite à faire un maximum de vœux. Pour autant, quand Lucienne dit non, je n'avais pas de plan B, on comprend parce que ça rejoint ce que je disais tout à l'heure. Elle savait exactement ce qui allait lui convenir et donc du coup c'était ce chemin-là et pas un autre. Ouais, c'était ça ou rien un peu. J'étais tellement passionnée et puis maintenant je me dis qu'il faudrait un plan B parce qu'on n'est jamais à l'abri d'un accident. Que ce soit un claquage d'élèves par exemple. Ouais. Mais ceci dit, quand vous prononcez une phrase comme on n'est jamais à l'abri d'un accident, c'est pas une phrase neutre chez vous, je crois. Non, ça me parle beaucoup parce que j'ai vécu un accident et ça aurait pu être beaucoup plus grave que ce que c'est. Donc oui, c'est vrai qu'il faut. Je suis d'accord. Il aurait fallu. Et vous avez dit qu'après ça a beaucoup changé de choses pour vous quand même, tout un regard sur la vie. Ah bah oui, bien sûr. Parce que je pense que, enfin moi en tout cas, c'est en frôlant la mort que je me suis rendu compte de la valeur de la vie et
Et puis oui, on apprécie la vie 10 fois plus. Alors à la fois, on a beaucoup plus d'angoisse parce que voilà, on sait que c'est fragile. Donc voilà, ça génère beaucoup de choses. Et à la fois, on savoure un rien. Par exemple, je sais pas, du vent dans mes cheveux ou un bon repas, par exemple, c'est décuplé. Et voilà, donc c'est... Ouais. Ça, je pourrais en parler des heures, mais c'est pas le sujet. Christine, il y a deux aspects particuliers dans l'histoire de Lucienne. C'est-à-dire qu'à la fois, elle découvre sa vocation très tôt et surtout, elle y réussit. Comment j'articule les choses entre raison et passion? Qui j'écoute? Mes notes, mes profs, mes potes, mes parents, un peu tout le monde? Un petit peu tout le monde. Ouais. Alors moi, je dirais qu'il faut aller demander l'avis de tout le monde, justement. Faire ce qu'on appelle un 360 degrés, finalement. Tout à fait. Comment tu me vois? Qu'est-ce que tu penses de mes possibilités? Complètement. Et bien entendre, effectivement, si au moment du parcours, les enseignants disent que les résultats sont un peu fragiles pour envisager tel ou tel parcours, il faut vraiment l'entendre parce que il ne faut pas se mettre non plus en difficulté de manière trop importante. Et une fois qu'on a fait ce tour, je pense qu'il est important de revenir sur soi et de se questionner soi. Et de mettre à distance un petit peu tout ce que l'on a pu entendre. C'est-à-dire qu'il y a vraiment deux temps. Ça va et vient entre l'intérieur et l'extérieur. Complètement. Et voilà. Cette urgence dont Lucienne dit que finalement aujourd'hui elle l'éprouve, il faut aussi à un moment donné prendre des décisions. Quand on est jeune, on a parfois l'impression qu'on a à la fois beaucoup de temps et en même temps pas du tout parce qu'il y a une pression terrible en termes d'orientation. Ce temps dont vous parlez là, ce temps de prise de distance et de respiration, pareil, est-ce qu'il y a des gestes qui sauvent? Est-ce qu'il y a un conseil à donner pour réussir à le prendre? Il faut se situer dans la temporalité effectivement des échéances, parce qu'il y a des échéances. L'élève, quand il est en troisième, il a des échéances sur la fin de troisième. Quand il est en terminale, il a des échéances. Donc là, effectivement, on ne peut pas louper ces échéances. Et en même temps, il y a le temps de la réflexion. Il est quand même prévu tout au long d'une année de troisième, d'une année de terminale. Et se dire aussi que les choix vont pouvoir évoluer et ne sont pas irréversibles. C'est-à-dire que quand on choisit fin de troisième un parcours ou fin de terminale, c'est pas pour la vie. Droit à l'erreur, droit à se reprendre et oublier la notion de redoublement ou de perte de temps parce que c'est une mauvaise notion, c'est ça? Tout à fait. Et que le parcours dans lequel le jeune va s'engager, même si 1 an ou 2 ans après, il le remet en cause pour repartir vers autre chose, il aura appris plein de choses il aura appris le piano, par exemple, au passage, même s'il devient trompettiste. Avant de clore la première partie de cette émission, je vous propose de donner la parole à des élèves grâce à l'ONICEP, notre partenaire. Ce sont ceux du lycée Montesquieu du Mans, ici même, qui ont envoyé quelques questions à Lucienne. On écoute d'abord Florentin. Y a-t-il un autre instrument dont vous auriez aimé jouer? Je pense que dans un groupe de jazz, j'aurais aimé faire de la contrebasse. Pourquoi? Parce que c'est presque l'inverse, c'est le soutènement. Oui, c'est un peu la colonne vertébrale oui, c'est ça, exactement. De la formation jazz. Mais qui, à part quelques solos, quand on s'appelle Charlie Mingus ou autre, sont beaucoup moins en vue que ce que vous pouvez faire, vous. Oui, c'est vrai. Et aussi la batterie, ça m'aurait plu. D'accord. Ouais. Donc d'être du côté du socle et plus du côté de... C'est marrant. Question numéro 2, elle est signée Joachim. Qu'est-ce que ça vous a fait de jouer jeune avec des musiciens confirmés? On apprend beaucoup. C'est plein d'enseignements à chaque fois. Le trac? Non, pas le trac. J'ai toujours énormément envie de jouer, de rentrer sur scène, de partager la musique avec des chefs d'orchestre, l'orchestre, le public. Donc c'est des enseignements tout le temps, mais même aujourd'hui, et puis quand j'aurai 40, 50 ans, on apprend toujours, on fait un peu des métiers d'enfant. Quand on est artiste, on apprend tout le temps. Donc, femme trompettiste, vous n'êtes plus la première. Il y a notamment Alison Balsom, l'anglaise. Ah, mais elle était avant moi. Ben justement, vous l'avez rencontrée? Oui, je l'ai rencontrée. Elle vous a donné quoi comme conseil? Grande star mondiale, Alison Balsom. Elle m'a donné comme conseil, je me souviens très bien, de se faire un répertoire, parce que c'est vrai que la trompette, on n'a pas un répertoire énorme, donc il faut beaucoup faire de transcription, d'arrangement, et j'ai beaucoup suivi son conseil, parce que j'ai fait 3 albums que d'arrangement, finalement. Donc, beaucoup écrit, donc, ou fait écrire. Dernière question, elle est signée Hippolyte. Préférez-vous jouer dans un ensemble plutôt que seul? On y a un peu répondu en tout début d'émission. Ça, c'est sûr. Tout seul, on ne peut pas faire grand-chose, on ne va pas loin. Ça marche pour tout. Donc voilà, et aussi la musique.
Ensemble, c'est mieux. Merci beaucoup. Est-ce que vous avez un dernier conseil à donner aux jeunes qui sont en pleine phase de choix, Christine ? Eh bien, le conseil, c'est d'aller vraiment interroger, questionner les professionnels, tous les accompagnateurs qui gravitent autour du jeune et de ne pas rester seul avec ces questions et de forcément garder espoir parce que chacun trouvera le chemin et les chemins qu'il pourra emprunter au cours de sa vie professionnelle. Ok, donc c'est vraiment la tonalité de la fin de cette première partie d'émission. Ensemble, c'est mieux, on ne reste pas tout seul, même à la trompette quand on en joue merveilleusement. Lucienne, vous êtes la marraine de cette émission ici au Mans. Vous restez avec nous si vous le voulez bien, puisque dans la deuxième partie de l'émission, on va parler des métiers du son, des métiers de la musique, avec Carole Lerendu, directrice de l'ITEM, l'Institut technologique européen des métiers de la musique, qui est ici au Mans, centre de formation merveilleux qui forme au métier d'art, la facture instrumentale, au métier de la régie son, au métier du commerce spécialisé. Elle va nous parler de toutes ces formations et puis aussi des innovations sur lesquelles travaille son école. Elle sera avec Antoine Charon, le cofondateur de Sound2Sight, qui est une entreprise qui fait du design sonore. Vous savez, tous les sons que vous entendez au quotidien, les sons des voitures, du micro-ondes, la signature sonore d'une marque. Il va vous expliquer comment on imagine le son du quotidien. Deuxième partie du Monde Campus, le MAG au Mans, à mes côtés notre marraine, la trompettiste Lucienne Renaudin-Vary, et puis deux nouveaux invités, Carole Lerendu, bonjour. Bonjour. Directrice de l'ITEM, l'Institut technologique européen des métiers de la musique, et Antoine Charon, bonjour. Bonjour. Co-fondateur de Sound2Sight. Alors on a choisi de vous réunir parce que vous êtes mancel et manceau, mais aussi parce qu'il y a au Mans une biennale du son, événement tout à fait exceptionnel, événement culturel grand public qui associe science et culture de façon très singulière et qui met en avant l'expertise acoustique du Mans à travers plein d'événements. Je signale aussi à partir du 14 février la reprise d'une très belle exposition à l'abbaye royale de l'Épau qui s'appelle Anima Ex Musica, un bestiaire utopique avec des instruments de l'ITEM qui ont été très maltraités, chère madame. Ah, mais je ne vous confierai pas parce qu'en fait c'est à partir d'instruments, des insectes qui ont été refaits et qui font d'ailleurs des bruits. Il faut que vous alliez voir ça si vous n'avez pas encore vu ça. Magnifique. Voilà, ils ont fait des trucs bizarres avec des pianos qui se transforment en scarabées. Carole et Antoine, avant de parler du son, avant de parler des métiers du son, juste d'un mot, puisqu'on a posé la question à Lucienne. Vous, comment vous avez choisi votre voie ? Comment on devient directrice de l'ITEM, par exemple ? En n'y pensant surtout pas au départ. Ouais. C'est-à-dire, j'ai fait une école de commerce, donc ne me destinant pas du tout à ça. Laquelle ? Lille, Subdeco Lille. D'accord. Ensuite, je me dis, je ne serai jamais professeure dans ma vie et je passe à l'université où je fais 20 ans en tant qu'enseignante-chercheuse. D'accord. Voilà. C'est une bonne façon de ne jamais être professeur. C'est ça, sur les aspects... alors, je me suis spécialisée, et là, on commence à se rapprocher un petit peu de l'ITEM, sur les questions d'emploi, de mutualisation des compétences et d'innovation sociale dans la culture. Je fais aussi du conseil dans les structures musicales et je vois j'ai aussi fait 6 ans après à Audencia École de Management, où j'avais une chaire de recherche sur ces sujets-là, à Nantes. Et donc, Angers, Nantes, et puis je vois ce poste à l'ITEM et je me dis, mais quelle est cette pépite que je n'avais pas identifiée et donc arrivé le 11 mars 2020 à l'ITEM. Voilà, avec grand Le 11 mars 2020. Oui. Et donc le 15, le 17, vous avez donc fermé. Le 13, j'ai dit au revoir aux élèves et le 15, j'ai fermé. Voilà, c'est ça. Mais depuis... Bon, ça a rouvert depuis. Plein de beaux projets. Nous, on a rouvert dès le 18 mai, donc chanceux. Antoine Charon, même question rapidement, votre parcours ? Moi, c'est un parcours un peu particulier. J'ai toujours fait de la musique, beaucoup de chant en chorale, un petit peu aussi, voilà, tout seul. J'ai fait un peu de piano, pareil, ça n'a pas très bien marché pour moi. Et puis, en fait, après un parcours scientifique, jusqu'au bac, je me permets de remonter jusque-là, c'était un parcours orienté musique et technologie. Avec en parallèle conservatoire en composition électroacoustique. Et puis j'ai décidé de charger la mule encore un peu plus avec un double cursus en psychologie parce que j'ai commencé à en fait vouloir être psychologue clinicien et utiliser la musique après pour des thérapies et être chercheur en fait dans ce domaine-là. La musicothérapie ? La musicothérapie en étant vraiment chercheur en psychologie clinique. Et ça ne s'est pas bien déroulé. On aura peut-être l'occasion d'en revenir, mais le parcours n'était pas bien construit. Je ne pouvais pas mener véritablement les deux en double cursus. Donc j'ai dû malheureusement abandonner la partie psycho. Et j'ai entendu parler donc d'un master de design sonore qui allait s'ouvrir aux Beaux-Arts du Mans. Et donc j'ai terminé ma filière musique et technologie. J'avais 1 an d'attente, alors avec le système des équivalences, j'ai pu rentrer directement en 3e année de design d'espace de la Cité aux Beaux-Arts. Donc j'ai pu avoir aussi la casquette de designer d'espace.
Et puis ensuite, donc, j'ai eu la chance de faire partie de la première promotion du master. Et donc ça, c'était en 2011, puisqu'on est sorti avec mon associé en 2013. Donc à celles et ceux qui avaient vu la première partie de l'émission avec Lucienne qui dit « Ouais, à 8 ans, je prends une trompette et je sais que ça va être ma vie », vous constatez donc que c'est pas grave, on peut aussi avoir un autre parcours, ne pas savoir et trouver sa trompette beaucoup plus tard, c'est pas grave du tout. Avoir le bac avec 10,10. Ou enfin en même temps, le bac, on ne s'est pas trop vanté, Lucienne, non, si je me souviens. Le bac, si moi j'ai bien révisé mes fiches. Moi, j'ai fait un bac TMD. Ouais. Voilà. Et c'était pas votre et c'était préoccupation pas. Alors première moi, à ce moment-là de l'école, l'existence. ça n'a jamais été ma priorité, mais je me suis réveillée la dernière année, donc j'ai eu des bonnes notes. Voilà, parce qu'il fallait avoir le bac, parce que désormais, quand on a si on veut, son prix au conservatoire national supérieur de Paris, on rentre dans les trucs européens. Voilà, il faut avoir une licence. Donc obligé quand même d'avoir le baccalauréat. Carole, qu'est-ce qu'on fait à l'ITEM? J'ai essayé de résumer les choses en introduction. Nous formons en CAP puis en brevet métier d'art des luthiers sur 4 familles instrumentales, à savoir les guitares, les instruments à vent, donc cuivre et bois. On dit luthier pour les cuivres? Et oui. J'ignorais. Des facteurs de piano, puisqu'on dit facteurs de piano pour accordeurs et facteurs de piano pour les pianos, et également des facteurs en accordéon. Voilà, donc des métiers de passion, 200 élèves à peu près chaque année. Et des métiers qui marchent et qui recrutent en ce moment. Et des métiers qui marchent et qui recrutent. On a qui remercient la pandémie aussi. Oui, parce que tout le monde a redécouvert sa guitare, son piano, et on a doublé nos sections instrumentales. Ah, doublé carrément. Oui, en CAP sur le piano et la guitare. Et beaucoup de demandes sur des techniciens instruments de musique. Ouais. Les profils des gens qui viennent vers vous, de tous âges, de toutes... Tous âges, je crois que cette année c'est de 16 à 56 ans. C'est du post-3e au doctorat. 80% ont un bac ou plus. Et voilà, donc des profils de reconversion pas mal, de gens qualifiés qui ont un petit peu tâtonné dans leurs études et qui sont musiciens toujours. Et qui viennent chercher une activité leur permettant d'exercer leur passion, d'être au contact des musiciens. Et notre objectif est de les connecter le plus possible avec le monde artistique, avec le monde technologique, avec l'environnement scientifique du monde. On va parler notamment des innovations. Ouais. Et puis on va parler du son, ce sera dans quelques minutes. On va le faire, Antoine, mais la directrice de l'ONICEP va auparavant nous livrer quelques conseils justement autour de ces métiers liés au son. Elle s'appelle Frédéric Alexandre Bailly. Ça fait Fab, ses initiales. Donc la chronique s'appelle le Fab Lab. Le Fab Lab. Bienvenue dans le Fab Lab. Aujourd'hui, on va essayer de réfléchir aux différents métiers qui existent dans la musique et dans le son. Vous aimez la musique, c'est peut-être un bon départ pour réfléchir à votre orientation. Alors évidemment, on va penser d'abord au métier de chanteur. Mais vous savez que certains chanteurs sont aussi auteurs-compositeurs et ne font pas qu'un seul métier. Et au-delà de ces 3 métiers d'auteur, compositeur, interprète, il y a aussi un autre métier clé derrière la performance que vous pouvez entendre en salle ou en disque, c'est une performance d'ingénieur son. Qu'est-ce que c'est qu'un ingénieur son? L'ingénieur son, c'est celui qui va capter la musique, c'est celui qui va la mixer, qui va faire en sorte que vous ayez une entente harmonieuse de l'ensemble des instruments et de la voix, c'est celui qui va enregistrer, et puis c'est celui qui va pouvoir diffuser. Et c'est un métier qui peut s'exercer aussi bien dans le spectacle vivant que en studio et qui va vous permettre d'entendre des sons en live, comme on dit en bon français, ou de façon enregistrée. Alors c'est un exemple de métier, mais il y en a d'autres. Par exemple, est-ce que vous savez ce que c'est qu'un designer sonore? On connaît bien maintenant le nom de designer, mais est-ce que vous avez réfléchi au fait que votre petit micro-ondes, il ne fait pas un bruit naturel quand il sonne? Il y a quelqu'un qui a réfléchi à construire un bruit qui va vous signaler gentiment que vos carottes sont prêtes, mais pas en vous agressant. C'est pareil pour une voiture automobile. Il faut imaginer des sons qui soient clairement compréhensibles par les utilisateurs, sans faire trop de bruit, sans agresser. Et ça, c'est tout un métier. Alors ce que je trouve intéressant dans les métiers autour du son, c'est que ce sont des métiers dans lesquels on va combiner à tous les niveaux une sensibilité artistique pour la musique, une oreille qui a été travaillée, une technicité pour pouvoir rendre quelque chose, et puis des connaissances scientifiques pour savoir un petit peu ce qu'on fait, notamment comprendre comment le son se propage et comment est-ce qu'il va être rendu dans différents contextes. Et pour arriver à ces formations, à ces métiers, il faut se former,
Et ce qui est très très intéressant aussi, c'est que ces formations existent à tous les niveaux. Donc vous irez regarder sur le site de l'ONICEP, mais vous allez constater qu'il y a des formations au niveau CAP, notamment toutes les formations qui concernent les instruments de musique, puisqu'il faut aussi des compétences pour construire les instruments de musique. Et puis ça monte, et vous avez un bac professionnel, vous avez des BTS, vous avez des licences, vous avez des formations à bac plus 5 et à bac plus 6, et il y en a pour toutes les envies, tous les niveaux. Alors, si vous êtes intéressé par ces métiers-là, il faut aussi que vous posiez la question des compétences qu'il faut savoir déployer pour être pris dans les formations. Et là, il est indéniable qu'il va falloir y mettre un petit peu du vôtre. Il faut avoir une pratique amateur, il faut montrer qu'on s'intéresse, il faut déjà avoir développé un petit peu des choses à montrer. Et souvent, dans les entretiens pour être pris dans les formations, on va montrer déjà ce qu'on sait faire. Et puis, une petite dimension qui est intéressante, c'est que au-delà de la formation scientifique minimum, ou en tout cas du goût pour les sciences qu'il faut avoir, il faut aussi, et ça on s'y attend un peu moins, avoir une capacité à travailler en équipe, parce que ce sont des métiers par définition très collectifs. Donc vous êtes intéressé par la musique, par le son, allez creuser un peu plus sur le site de l'ONICEP. Vous avez par exemple dans la collection Ma première année en une émission sur ma première année en BTS, technique audiovisuelle, option son, et comme ça vous en saurez un petit peu plus. Allez, à bientôt dans le Fab Lab. Une passion et des métiers à tous les niveaux, du CAP au doctorat, c'est quand même pas mal. Antoine Charon, votre entreprise s'appelle Sound2Side. Vous imaginez des sons, vous travaillez avec les secteurs des transports pour créer des sons de voitures, avec des musées pour créer des ambiances sonores, avec des marques pour leur donner une identité sonore. Comment on fait pour créer un son? Récemment, quand on passait dans un tunnel là, au Mans, en voiture, on était invité par un panneau à ouvrir sa fenêtre pour entendre le son des 24 heures du Mans. Oui, ça c'est une démarche qui est menée en parallèle, à vrai dire. C'est avec une association que j'ai montée il y a quelques années. J'ai même monté 2 associations de sauvegarde du patrimoine sonore. Une pour l'industrie et les métiers, où on va interviewer des personnes avec un passé et des liens très très forts avec les objets qu'ils manipulent. Et ça va de l'avion qui aurait traversé je dirais, la Manche pour la Seconde Guerre mondiale. On a pu faire ça à Marseille par exemple, les boîtes à musique au magnifique musée de Dolon à côté du Mans, ou des appareils photo. Et donc, on avait l'idée d'enregistrer 24 heures du Mans, les 24 heures du Mans pendant 24 heures, puisque le son est en constante évolution. Et on a pu interviewer des personnes qui viennent là depuis 40 ans et qui connaissent le son des véhicules par cœur. Et donc, de faire un point à cet instant, sachant que l'année prochaine, c'est le centenaire. Et donc, l'idée, c'était de diffuser 24 heures du Mans dans le tunnel Will Be Alright, et donc de croiser, je dirais, plusieurs formes de patrimoine. Et donc en parallèle, après, il y a évidemment l'aspect biodiversité, avec une seconde association, puisqu'évidemment, comme vous le savez, en 50 ans, 50% des sons d'animaux ont disparu. Et donc l'idée, après, je reviens au design sonore. Je ne l'étais jamais formulé comme ça pour tout vous dire, mais je sais que 50% des animaux, oui, c'est ça, c'est ça. Ça fait mal à la tête de même l'imaginer, d'imaginer ce drame. Et donc pour revenir à Sound2Side et au métier de design sonore, en réalité, l'objectif derrière, c'est de concilier tout ça. C'est quoi le secret d'un bon son alors? Le secret d'un bon son, en notre sens, c'est un son qui a déjà du sens. C'est-à-dire que s'il existe, il a une raison d'être. Sinon, c'est de la pollution sonore. Et quand on doit le produire pour nous donner l'information, il faut essayer de faire en sorte qu'on s'implante bien et convenablement dans l'orchestre, je dirais, nos paysages sonores. En réalité, on parle de paysages sonores. Il faut que le son ait sa raison d'être, une esthétique qui lui soit propre, reconnaissable, mais qu'en plus, il ne produise pas une pollution sonore supplémentaire. Et là, le must, c'est évidemment de voir qu'il s'inclut, je dirais, bien dans le paysage sonore global. Et on voit qu'il y a aujourd'hui beaucoup de sons. Notamment, là, on voit une voiture. Il y a énormément de véhicules, par exemple, qui vont perturber la communication entre certaines espèces d'oiseaux, les empêchant donc de se reproduire. Voilà, c'est juste un exemple. Donc, mais l'idée, une voiture que vous travaillez sur le son qu'elle va émettre à l'extérieur, donc. Oui, en fait, là, vous avez un exemple d'une des premières voitures de rallye électrique, et donc on a été contacté par Opel en Allemagne pour travailler sur la sonorité de ce véhicule, pour d'abord un aspect sécuritaire, puisqu'il y a des fans qui se mettent au ras des routes, et sauf que si on n'entend pas la voiture arriver, fait moins de bruit, oui, c'est ça. C'est très dangereux. Et derrière, évidemment, puisqu'on est obligé, pour des questions de sécurité, de lui créer un son, autant que ce soit une opportunité, et donc créer une signature sonore particulière. Et là, on se heurte à une question intéressante, c'est les fans de voitures qui trouvent ça absolument idiot de rajouter un son sur une voiture électrique, qui trouvent ça déjà idiot d'avoir une voiture électrique. Et donc, on essaye de trouver des hybrides, et là, c'est là de la pure création sonore, entre des sons de moteur thermique et des voitures qui ont des sonorités totalement imaginaires. Un son qui fait du sens, Lucienne, c'est une bonne définition de la quête d'un bon son en musique, non ?
Un son qui fait du sens, bah oui, chaque note doit vouloir dire quelque chose quand on fait de la musique, donc oui, c'est la même chose. Et bien s'articuler avec ce qu'il y a autour. Oui, et être en harmonie avec, ouais, évidemment. Carole, vous travaillez sur un certain nombre de techniques innovantes, fabrication de pièces d'instruments grâce à l'impression 3D par exemple. La dimension écologique dont parlait à l'instant Antoine, elle est aussi présente dans votre métier. Vous êtes sur tous les mêmes territoires au fond. On est sur les mêmes territoires et sur la place du Mans, l'intérêt c'est qu'on est sur un territoire scientifique, un territoire artistique et un territoire de savoir-faire. C'est-à-dire qu'il y a aussi le geste, quoi. Et on a des problématiques évidemment communes et on n'arrivera à les traiter qu'ensemble. La transition écologique est un de nos axes majeurs. Travailler la question du bois pour éviter l'import d'essences exotiques, par exemple. On dit que vous faites des guitares en lin. On fait des guitares en lin aussi, en lin de Normandie. Alors la table d'harmonie est en lin, le reste reste évidemment en bois. Mais on a les 5 premières guitares au monde qui sont en table d'harmonie en lin, avec matériaux composites en dessut. Et ça sonne pareil. Et on va entrer dans un programme test avec des musiciens pour évidemment vérifier la qualité acoustique. Oui, ça c'est... Antoine, vous sauvez des sons d'animaux et notamment d'espèces qui disparaissent. Vous essayez de ressusciter des sons d'instruments disparus. Je crois que vous êtes sur une lyre. Oui, on a aussi eu un chevalet de lyre mérovingienne qui dormait dans un musée à Cologne, qu'on a scanné avec des artisans bretons, l'atelier Scald, et on a réussi à retrouver la composition exacte du matériel, de l'alliance et de l'alliage, pardon. Et on l'a maintenant, cet alliage est à nouveau fabriqué et on retrouve un vrai chevalet de lyre qui ne pouvait plus sortir. Beaucoup d'instruments dans les musées ne peuvent plus sortir parce qu'on les détériorerait. Donc on fait aussi du prototypage virtuel pour retrouver leur sonorité, mais on arrive aussi à les refabriquer en vrai. Et c'est absolument formidable. Ce sont des problématiques mondiales sur lesquelles vous êtes, et notamment quand on parle évidemment des enjeux écologiques. On dit aussi que les voyages forment la jeunesse. C'est vrai des métiers artistiques et de création également. Et pour en parler, on a voulu faire un focus sur Erasmus+, qui propose à des élèves du CAP au Bac Pro, non pas d'aller passer 6 mois à l'étranger, mais d'aller faire des stages pendant quelques semaines dans leur domaine de formation. On change de secteur. On va parler agriculture. C'est un reportage de LMTV Sarthe. Le cadre est idéal pour des étudiants en formation agricole. Mais la maison familiale et rurale de Verneuil-le-Chétif, dans le sud Sarthe, veut leur ouvrir d'autres horizons. Elle inscrit depuis plusieurs années ses élèves de Bac Pro Aménagement Paysager dans un programme européen. En début d'année scolaire, Marceau a travaillé pendant 1 mois dans une entreprise de Namur, en Belgique. On a travaillé dans un parc, donc le parc de Chevetogne. Est-ce qu'à Namur, on travaille différemment dans les parcs qu'ici en France? Il y a pas mal de choses qui étaient différentes, notamment en termes d'écologie. Ils sont beaucoup plus avancés que nous. Colin, lui, a travaillé dans l'aménagement paysager pour les particuliers en Espagne, à Saragosse. Du coup, on a fait tout ce qui était labour des carrés de jardin, des herbages, tout ça. Et c'est vrai que dans cette entreprise-là, ils sont aussi plus avancés que nous en termes d'écologie, parce que tout ce qui est outillage thermique et tout ça, ils n'en utilisent pas. C'est que à la main, à la cisaille, tout ça. Un stage d'1 mois, niveau Bac Pro, une aubaine financée pour grande partie grâce au programme européen Erasmus+. La Sarthe bénéficie depuis janvier 2022 d'un nouveau bureau territorial au sein de la Maison de l'Europe. L'objectif, permettre à un maximum de jeunes de vivre cette expérience dans le département. Alors, ça va ? Ça nous permet en fait de prendre en charge au moins l'hébergement, le transport de l'élève, parfois un petit peu d'alimentation, ce qui fait que les coûts à la charge des familles sont vraiment réduits. On peut partir 4 semaines en stage pour moins de 200 € en fait, et ça c'est vraiment l'avantage du programme. Tout le monde peut en profiter. L'établissement s'est engagé dans ce programme au moins jusqu'en 2027. Et de nouvelles destinations sont envisagées en septembre 2022, comme la Bulgarie. Et donc c'est formidable, parce que c'est vrai qu'en agriculture, ce sont des jeunes qui sont plutôt réticents à bouger. Et le fait d'avoir ces aides, voilà, ils n'ont pas de frais en fait, de leur poche, ça leur permet de partir plus facilement. Une expérience de stage à l'étranger vécue par 13 élèves sur les 15 de cette classe de Bac Pro Aménagement Paysager. Marceau et ses camarades y suivent leurs cours toutes les 2 semaines. Il a d'ailleurs une question à vous poser. Lucienne, voilà ma question. As-tu déjà joué dans un jardin? Et si oui, lequel as-tu trouvé le plus beau? J'ai déjà joué dans des jardins, en plein air, beaucoup en plein air.
Moi, je trouve ça génial d'être entouré de nature quand on fait de la musique. C'est le plus beau cadre qu'on puisse avoir. On a un problème avec les instruments, c'est que le son part très vite et c'est très épuisant parce qu'il faut beaucoup donner, notamment quand on fait un instrument de cuivre, enfin un instrument à vent. Donc voilà, on ne peut pas tout avoir, mais c'est chouette. Quand c'est sonorisé et qu'on est en plein air, c'est formidable. Et sur les voyages, vous avez beaucoup tourné, vous, en Asie du Sud-Est, je crois. Qu'est-ce que ça vous apporte de rencontrer d'autres cultures, d'autres musiciens? Et est-ce que ça s'entend dans votre son au retour? Je ne sais pas si ça s'entend directement dans mon son, si on peut le percevoir, mais voyager, c'est une de mes passions et j'aurais jamais pu voyager autant partout dans le monde si je n'avais pas eu le métier que j'ai aujourd'hui. Donc je suis ravie de ça. J'ai fait beaucoup de voyages, notamment une tournée en Asie du Sud-Est. J'ai été au Japon, en Amérique du Sud. J'ai été dans beaucoup d'endroits et c'est une ouverture sur le monde qui est fantastique. Enfin, moi, c'est ma passion. Donc c'est une trompette, mais c'est aussi un passeport. Antoine, dans votre travail, il y a aussi une question d'ouverture. Est-ce qu'on écoute les mêmes sons? Est-ce qu'on produit, vous, comme designer sonore, si vous travaillez, je ne sais pas, pour l'Asie, l'Europe, etc., vous allez produire les mêmes sons? Pas du tout. Pas du tout. Non, en réalité, ça, là, on rentre vraiment dans les neurosciences, mais on n'a pas les mêmes interprétations pour des sons similaires. Et donc, quand par exemple, on travaille pour le marché chinois, ce qui nous arrive très régulièrement, on va avoir tendance à aller plutôt chercher le haut du spectre avec des sonorités beaucoup plus brillantes ou étincelantes. En réalité, il n'y a pas véritablement en psychoacoustique de termes très précis, on n'est jamais d'accord. Alors qu'aux États-Unis, par exemple, ils vont chercher beaucoup plus la profondeur et la puissance. Et donc, c'est vrai que quand on travaille pour des machines ou des ambiances sonores, on ne les fait pas de la même manière. Et nous, notre rôle, c'est vraiment de nous adapter, je dirais, au marché et de travailler effectivement pour que ce soit bien perçu dans tous les contextes. Et c'est très très intéressant en fait, parce qu'on se retrouve à utiliser parfois des instruments traditionnels. En ce moment, par exemple, nous travaillons pour une marque turque. Et ils veulent vraiment mettre en avant leur culture et l'innovation. Et donc, on va chercher comme ça des instruments, des instrumentistes avec eux pour trouver des sonorités qui pourraient leur plaire particulièrement et valoriser aussi leur culture. Antoine Charon, cofondateur de Sound to Side, Carole Lerendu, directrice de l'ITEM. Figurez-vous que les élèves du lycée Montesquieu du Mans ont des questions pour vous. On les écoute. Quelles compétences faut-il pour entrer à l'ITEM? Faut-il savoir jouer d'un instrument? Alors, il faut être amateur de musique, il faut évidemment pratiquer un peu d'un instrument, mais on n'est pas du tout sur des prérequis de conservatoire ou de niveau très important. On développe en plus la pratique musicale et on les accompagne en solfège. L'idée étant de pouvoir tester un instrument, évidemment, quand on l'a réparé ou fabriqué. Donc la réponse est un peu, mais... Voilà. Mais ils sont tous passionnés. Question maintenant de Joachim, c'est pour vous Antoine. Comment vous êtes-vous fait connaître par de grandes entreprises comme la SNCF ou Opel? Alors c'est un coup de chance en fait. On a créé notre entreprise alors qu'on était encore étudiant. On a été diplômé en juin, l'entreprise était créée en octobre et en novembre on a un coup de fil de PSA. Voilà. C'est pas une... Non, en réalité, je pense que c'est vraiment grâce au Mans, parce que le Mans est une place vraiment forte pour le son dans le monde entier. Partout où on va, on croise des Manceaux, c'est incroyable. Et les Manceaux se rendent parfois pas compte de la chance qu'ils ont et de l'or qu'ils ont entre les doigts. Et donc, qui savait en fait? Comment? Et donc, ils savaient Opel? Alors, en fait, PSA, c'était pour un premier projet. Donc, en 2013, ils savaient qu'on sortait du master et qu'on était les premiers à en sortir. Donc, ils nous ont dit, on aimerait voir ce que ça donne, tout simplement. Ils ont ça testé. nous a mis le pied à l'étrier pour le monde industriel, tout simplement. Génial. Troisième question des élèves du lycée Montesquieu. C'est une question d'Arthur pour Carole. Quels sont les retours des étudiants après leurs études? Oh bah, ils sont ravis, ils s'insèrent très facilement. J'aime bien ce genre de questions, parce qu'on s'imagine tout de suite Carole leur dire non mais franchement ça se passe mal, faut pas venir. On garde ils sont bien. Avec eux, ils interviennent après. Voilà, ils sont toujours. Il y a une communauté ITEM qui là aussi est très identifiée et qui se crée. Ouais. Dernière question de cette séquence, Lino pour Antoine. Pourquoi est-ce aussi important pour une entreprise de travailler son ambiance sonore? En réalité, c'est important pour tout le monde. J'ai envie d'ouvrir un petit peu la question. Les sons, ils nous impactent physiquement, psychologiquement, sans qu'on s'en rende compte. Et donc, à partir du moment où une entreprise doit prendre la parole, que ce soit pour une publicité ou parce qu'on fait une machine médicale, en réalité, il faut travailler le son. Parce que ça va toucher tout le monde, même ceux qui ne sont pas concernés. Et si en plus ça peut devenir une signature de marque, évidemment, quand on travaille le design, il s'agit de, bien sûr, avoir une marque reconnaissable.
Le Mans, capitale du son. Merci beaucoup de nous avoir éclairés sur ces métiers et sur la place du Mans dans ce périmètre. Il y avait la Biennale du son, nouvel événement, grand événement culturel ici au Mans. Et puis à partir du 14 février, à l'abbaye royale de l'Épau, cette exposition tout à fait étonnante, Anima Ex Musica, un bestiaire utopique qui vous est proposé. En troisième et dernière partie du Monde Campus Le Mag à Mans, on va recevoir en plateau 2 porte-drapeaux de la Sarthe, de jeunes qui font bouger la région, en plus de Lucienne. En plus de vous, vous êtes tous jeunes en fait, voilà, tout le monde fait bouger, tout le monde est jeune, tout le monde fait bouger la région. L'un dans le milieu de l'automobile, c'est le pilote Mathis Poulet, l'autre dans le milieu du cinéma, c'est le réalisateur Guillaume Renusson. Troisième partie de ce magazine, les jeunes qui font bouger la région, avec nous. La marraine de cette émission, Lucienne Renaudin-Vary, qui nous accompagne depuis le début, et Guillaume Renusson et Mathis Poulet nous ont rejoints. Bonjour. On va parler orientation avec vous autour de très beaux parcours, très différents. Mathis, dans le milieu du pilotage automobile, on est au Mans, on ne pouvait quand même pas rater ça. Guillaume dans celui du cinéma, Lucienne comme toujours dans celui de la musique. Mathis a dit on va prendre le Benjamin de cette émission, Le Mans, les 24 heures, le circuit. Vous êtes aujourd'hui pilote, vous êtes d'ailleurs en tenue, vous avez des sponsors et tout. Filière endurance, pour celles et ceux qui ne seraient pas ici, c'est quoi? Alors la filière endurance, c'est un centre de perfectionnement de pilotage qui a vu le jour en 2020 et qui a été fondé par Jean-Bernard Bouvet, donc, qui est pilote sartois et qui compte 9 participations 24 heures du Mans. Et donc c'est un programme de formation sur plusieurs années qui permettent aux pilotes comme moi, qui sont engagés uniquement en endurance, encore une fois c'est pour ça que ça s'appelle filière endurance, de monter vers leur objectif. Pour moi, c'est d'être pilote professionnel tout simplement et de participer aux 24 heures du Mans. Alors même histoire un petit peu que Lucienne, vous êtes tombé dedans quand vous étiez tout petit. Ceci dit, si j'ai bien compris, j'ai regardé dans les archives de LMTV Sarthe, qu'il y a des archives, ils ont des dossiers sur vous. Ouais. Tant que vous n'aviez pas gagné une course de karting, vous n'étiez pas sûr d'avoir vraiment envie de faire ça. C'est vrai que... Vous aviez quel âge? Alors j'ai gagné le volant CO fin 2015, donc j'avais 12 ans cette époque-là. Et c'est le fait de gagner qui à un moment déclenche, vous dites là il se passe un truc. Exactement, c'est vrai que ça a été fait un peu par hasard, voilà, avec mon père pour la petite histoire. Je me suis inscrit à la dernière sélection et ensuite j'ai intégré la finale et j'ai gagné la finale et voilà, l'histoire a commencé comme ça. Et là, c'est quoi? C'est le plaisir de soulever la coupe? Vous vous dites c'est quand même chouette, j'aimerais refaire ça? Oui, c'est vrai que c'était très... Enfin, je ne m'attendais vraiment pas à gagner cette sélection tout simplement, donc c'était vraiment une joie énorme et puis voilà, c'est l'aventure qui commençait. D'ailleurs, une petite question, vous avez quel âge aujourd'hui? 18 ans. Vous avez votre permis au moins? Oui, je l'ai, heureusement. Depuis combien de temps? Depuis 4 mois maintenant. D'accord, du premier coup? Du premier coup. Guillaume, quand est-ce que vous êtes tombé dans le cinéma? On est aussi dans un métier passion. Un métier passion, totalement. Moi, je suis tombé dedans un peu plus tardivement, peut-être. J'ai toujours été cinéphile, ou en tout cas été attiré par le cinéma. Je crois que c'est la salle de cinéma même qui m'a beaucoup donné envie de faire du cinéma. Je trouvais que c'était un endroit assez magique depuis que je suis tout petit. Après, je pense que j'ai mis un peu de temps à me dire c'est ça que je veux faire. J'ai fait autre chose avant, des études plus classiques. Mais à un moment, je me suis dit prépa littéraire et puis un peu d'études de droit, de sciences politiques, enfin voilà, jusqu'à la licence. Et à ce moment-là, en fait, je me suis dit bon, peut-être le plan A, plan B, dont on parlait tout à l'heure. Ouais. Et moi, là, je me suis dit, en fait, lance-toi, essaye. Et j'ai fait des études de scénario à Paris, un master, en fait. Et ça m'a emmené à la réalisation. Donc ça a été, en fait, quelque chose qui s'est inscrit dans le temps. Mais voilà, c'était quelque chose de lointain, en fait, aussi. Il faut quand même préciser pour vous que vous allez produire la saison 2 sur OCS de la série 3615 Monique. Vous allez la réaliser, pardon. Bravo. Et qui a aussi un long métrage qui a été victime de la pandémie, qui a failli être victime de la pandémie. Ah oui, ça a été vraiment une histoire, une aventure en fait, vraiment, parce que c'était mon premier long métrage que j'ai commencé. Donc c'est juste énorme le premier long métrage. Oui, c'est comme le début du commencement du reste de votre vie, quoi. Exactement, la première fois. Donc première semaine de tournage sur un long métrage et premier en fait arrêt d'un tournage parce que mars 2020. Donc une semaine de tournage, on remballe, on ramène tout à Paris et à ce moment-là, on se dit parce que c'est un film qui se passe dans la neige, je pense que c'est extrêmement important de le rappeler, un film d'hiver. Du coup, j'attends 10 mois en fait pour pouvoir reprendre parce qu'il n'y avait plus de neige quand on a pu reprendre les tournages. Donc j'ai été le tournage français arrêté, qui a été le dernier à reprendre en fait. J'ai repris en janvier 2021, j'ai fini fin février de l'an dernier et je viens de terminer le film là, je le montre à Canal d'ailleurs dans les jours qui viennent. Formidable. Cette pandémie, cet arrêt obligé des concerts, vous l'avez vécu comment, vous, Lucienne? Mal, comme tout le monde, ouais. Et puis, on a fait beaucoup de streaming.
mais c'est pas pareil parce que sans le public, on n'est pas grand-chose. Donc voilà, je suis trop contente de refaire des concerts, de partager la musique avec le public et voilà. Qu'est-ce qui vous a aidé l'un et l'autre? Qu'est-ce qui vous a encouragé à continuer dans ces voies qui sont quand même des voies a priori pas évidentes? Parce qu'on dit métier passion pour tous les trois d'ailleurs, hein, donc c'est chouette, métier passion, mais c'est métier fermé aussi. Oui, tout à fait. C'est vrai que le sport automobile est un sport qui est assez atypique, qui est un peu tout seul dans son univers. Depuis tout petit, voilà, je regardais la Formule 1 avec mon père et les 24 heures du Mans à la télé, donc j'ai toujours été plus attiré vers l'endurance plutôt que vers le sprint. Mais voilà, depuis tout petit, c'est vraiment un rêve, mais qui se transforme en objectif au fur et à mesure du temps et qui est maintenant mon objectif de vie principal, tout simplement. Mais c'est vrai que c'est quelque chose de très atypique. Lucienne nous disait en début d'émission que toute petite, quand elle écoutait de la musique, ça la saisissait. Enfin, j'essaie c'est pas vos mots exactement, mais c'est la façon dont je les ai entendus, physiquement presque, qu'elle comprenait que c'était ça. Qu'est-ce que vous ressentez, vous, quand vous êtes au volant? Vous roulez à combien d'abord? Alors, en vitesse de pointe, la LMP3 dans laquelle je roulais l'année dernière, ça peut monter sur le circuit du Mans en ouverture des 24 heures à peu près 290 km/h. Donc vous pilotez à 290? Alors, je suis jamais monté à ces vitesses-là. Voilà, le max du max que j'ai dû prendre, je pense que c'est 272 au Portugal peut-être. Donc ça commence déjà à être pas mal. Ça va vite. Ça va vite. Qu'est-ce qu'on ressent quand on est là-dedans? Déjà, on voit le paysage qui défile très très vite. Ouais. Et puis voilà, on a un moteur V8 de quasiment 500 chevaux derrière nous, donc ça fait pas mal de vibrations, ça fait beaucoup de bruit. Et voilà, il y a tout. C'est pas confortable en fait? Étrangement, si, c'est très très confortable parce qu'on a les baquets qui sont moulés sur notre corps et qui sont vraiment faits pour nous, donc on est vraiment très très bien dans la voiture. Je préfère faire 10 heures dans la LMP3 que faire 10 heures de route dans une voiture de route, donc c'est plutôt positif. Guillaume, est-ce qu'il y a un aspect, un ressenti physique aussi quand tout est en place sur un plateau et qu'on dit action Je pense oui, l'effet collectif déjà de travailler avec beaucoup de monde, de dépendre aussi en fait d'une équipe et de travailler comme ça avec... il y a vraiment quelque chose de physique là-dedans. Et puis encore plus quand on tourne à 3000 mètres d'altitude, moins 25 degrés, dès 6 heures du mat. Là, pour le coup, il y avait aussi quelque chose de physique dans le tournage qu'on a fait. Et surtout pour un premier... Et puis une tension, parce que là, le cinéma, c'est la lumière, et la lumière en montagne, elle change en 3 secondes. Exactement, elle change en 3 secondes. On a dû s'habituer à beaucoup de choses. Pour moi, en fait, c'était un baptême du feu absolu, parce qu'en fait, c'était un film compliqué à faire, physique donc. Et la lumière qui disparaît à 17h parce qu'en fait elle passe derrière un col. Donc en fait il faut travailler avec ça. Je crois qu'à part faire un film en mer, vous n'auriez pas pu choisir plus difficile au plan technique. Exactement, mais c'était passionnant. Les 3 invités qui ne choisissent pas la facilité, on va prolonger la discussion. Je vous propose de découvrir une autre formation, un métier passion ici au Mans. LMTV Sarthe nous permet de visiter l'Institut national des arts du musical, l'institut fondé en 2005 qui propose de former des jeunes à la danse, au chant, au théâtre en alternance. C'est tout à fait unique, c'est une formation qui est aussi proposée à Bordeaux et à Marseille. C'est un lieu unique en son genre en Europe. Ici, chaque année, des étudiants viennent apprendre à danser, chanter et jouer la comédie. Ça vient de leur plaire, ça? Non, j'aime pas. D'accord, oh là là, t'es difficile, pas. Ils sont en alternance au sein de l'Institut national des arts du musical et jouent pour la Flambée Productions. C'est trop bien. Parce que du coup, on est vraiment confronté au stress aussi de comment gérer, tout bête, sa mise de costumes, comment organiser ses costumes, ses entrées, ses sorties, ses placements, gérer le public, les lumières, les musiciens, il y a tout un tout à gérer. Et donc c'est hyper enrichissant et on a l'impression de faire des bonds en 2 mois. Et sur scène, ils sont parfois accompagnés par leurs professeurs. C'est le principe de l'alternance, c'est-à-dire que du coup ils sont en cours du lundi au mercredi et du vendredi au dimanche ils sont avec l'employeur. Donc là en l'occurrence la Flambée Productions. À l'Institut national des arts du musical on les a en cours et c'est vrai que c'est aussi pour eux important de pouvoir aussi se retrouver sur scène, c'est-à-dire qu'on leur apprend des choses en cours. Et puis de mettre en application tout ce qu'on leur apprend. Et puis nous aussi, ça nous fait avancer aussi, ça nous fait progresser. On est obligé de mettre 2 fois plus en application ce qu'on leur inculque. Pour eux, c'est aussi une opportunité d'être le plus à l'aise possible, que ce soit en cours et avec nous sur scène. Parmi les 26 artistes présents sur scène pour la revue de la Flambée Productions, des anciens élèves de l'école aussi. En fait, on a tous notre part artistique et vraiment l'INM ne nous formate pas à un seul même modèle. On a chacun notre fibre artistique et ça, c'est ce qu'ils respectent et c'est vraiment très intéressant. En plus de ça, on développe. Moi, de base, j'étais danseur, mais je suis aussi du coup sur d'autres spectacles en tant que comédien, chanteur aussi, puisque j'ai pu apprendre la disciplinarité à l'INM.
Donc ça nous permet d'apprendre le chant, la danse, la comédie, d'être vraiment pluridisciplinaire tout en gardant sa propre âme artistique et tout ça. Donc c'est vraiment une super école. C'est une fierté en fait de se dire que voilà, il y a des gens qu'on retrouve sur scène qui après vont faire d'autres comédies musicales, qui vont travailler ailleurs, qui des fois reviennent aussi enrichis de ce qu'ils ont vu, donc c'est super. C'est la seule école en alternance de musical en Europe, donc voilà, c'est bien de le dire aussi, et tout ça c'est au Mans et je crois que des fois on le sait même pas en plus. Et la formation paye. Chaque année, l'école observe un taux d'insertion professionnelle de ses élèves de plus de 95%. Fais attention, là on parle à Lucienne. Très bien. Donc tu dis bonjour Lucienne déjà. Bonjour Lucienne. Bonjour Lucienne, on avait une question à vous poser. Oui. Parce que c'est vrai que voilà, on a vécu tous une période un peu compliquée. Et il est vrai que pendant le confinement, on a développé d'autres moyens de communication, d'expression. Ouais. Et donc vous, dans votre métier, qu'est-ce qui vous a permis, voilà, le confinement, qu'est-ce que ça vous a apporté peut-être de plus? Qu'est-ce que vous avez pu développer? Est-ce que vous avez pu développer autre chose? Carrément. Est-ce que c'est cette question-là? C'est exactement ça. Bon bah Lucienne, c'est à toi. Alors moi j'étais chez mes parents, donc au Mans, et j'avais pas de concert, je jouais toute seule dans ma chambre, donc c'était un peu triste. Donc j'ai fait beaucoup de vidéos voilà, sur Instagram, Facebook, voilà, donner des petits, alors c'est pas des concerts, mais c'était des vidéos de 3 minutes, un peu pour voilà, donner un peu de musique quand même encore. Et puis ça me faisait plaisir aussi de garder contact avec le public. Il y a pas mal de musiciens qui ont fait ça. Moi, je me souviens aussi, Renaud Capuçon envoyait sa dédicace quasi quotidienne. Ouais. Et ben, écoutez, je peux vous dire que c'était d'un grand secours pour celles et ceux qui aiment la musique. Donc c'était pas pour rien. Je voudrais vous entendre tous les trois sur quelque chose qui est peut-être un point commun de vos expériences, qui est, alors je sais pas comment l'appeler, le trac, le stress. Enfin, vous faites quand même des choses compliquées quand on est en scène. C'est maintenant et pas autrement. Conduire, c'est dangereux, pour dire les choses carrément. Et un tournage, il y a aussi, je pense, une dose de stress. Comment vous avez... Est-ce que vous avez des conseils à donner? Donnez-moi des conseils, par exemple. Moi, je stresse avant une émission, c'est terrible. Conduire, c'est dangereux. Faire de la musique, c'est pas dangereux. Enfin, moi, j'essaie de relativiser aussi, de me dire que c'est que de la musique et que c'est pas la fin du monde si on rate une note ou si ça se passe mal. C'est pareil pour le journalisme, je crois, c'est pas très dangereux. Non, enfin si, les collègues qui vont en zone de guerre. Oui, mais à part ça, oui, tout à fait, c'est pas dangereux. Oui, voilà. Et non, et puis moi, j'ai vraiment envie d'aller sur scène, c'est vraiment... J'adore la scène. Donc à chaque fois, je suis très impatiente de rentrer sur scène. Et voilà, j'attends ce moment de partage. Non, enfin, c'est de l'adrénaline qui nous... C'est de l'adrénaline. C'est de la bonne adrénaline, on va dire. Oui, qui nous permet de monter sur scène. C'est ce qui va nous permettre de monter sur scène. Okay. C'est aussi peut-être parce que vous avez bossé des heures et des heures. Oui, puis que j'arrive pas en déchiffrant, je connais les morceaux. Le risque, c'est vrai qu'en sport auto, il est quand même assez présent. Hein. J'ai perdu malheureusement certains proches, on va dire. Voilà, j'avais un coach qui était Antoine Hubert, qui faisait de la Formule 2. Il est mort il y a quelques temps en courant, donc c'est vrai que c'était un choc, mais il faut se remettre au travail, entre guillemets. La passion reprend le dessus. C'est vrai que sur le moment, ça m'avait pas mal choqué, pas mal sonné, mais avec le temps, la passion revient. Je pense qu'à partir du moment où la passion la pression et le stress prend le dessus, il faut savoir dire stop. Pour le moment, c'est pas le cas. Je suis vraiment passionné par ce que je fais, donc je continue sur cette lancée-là, tout simplement. Et vous faites pas, je sais pas quoi, de la sophrologie, des trucs, du yoga, de la méditation, Si, on fait beaucoup de préparation mentale. Préparation mentale. Exactement, ouais, pour se conditionner à être vraiment tout de suite performant, parce que l'endurance, maintenant, ça se rapproche de plus en plus des courses de sprint. Donc il faut être tout de suite dans le rythme. Et, voilà, mais c'est plus une préparation qui vous aide à faire tout de suite les bons gestes. Exactement, oui, c'est vrai qu'en plus on s'entraîne à faire pas mal de visualisation quand on rentre dans la voiture, parce que forcément en endurance on reprend le relais d'un coéquipier à un moment, et voilà, il y a toute une série de gestes à faire, donc on le mémorise et on le fait en visualisation avec la personne qui s'occupe de la préparation mentale à la filière, justement pour pouvoir être prêt et justement être dans le bon mode, entre guillemets, pour pouvoir être performant d'entrée. Guillaume, alors vous allez dire effectivement, c'est pas dangereux, on n'en meurt pas, normalement. Non, la gestion de ce stress-là, moi j'ai l'impression que c'est la gestion et accepter les imprévus surtout. Sur un tournage en tout cas, je pense que de tout prévoir et de se dire ça va se passer comme on a prévu en prépa et qu'en fait on sait que ça ne va pas arriver.
Et surtout, en fait, après cette expérience dans la neige de 6 semaines à travailler avec des conditions extrêmes, il y avait vraiment en fait cette souplesse qu'il fallait qu'on ait, en fait, tout simplement. Et c'est là où je me suis rendu compte aussi que c'était dans ces moments-là qu'il se passait artistiquement des choses. Et que du coup, en fait, il y avait quelque chose... C'est l'interstice de... Ouais, c'est en fait, il y a ce qui se passe le jour J, se passe le jour J. Voilà. Et en fait, il faut l'accepter, partir un peu dans ce mood-là. Et c'est là, en fait, qu'il se passe des choses quand, en fait, c'était pas du tout prévu. Et qu'on va trouver tous sur le plateau, ce truc peut-être physique aussi, où on ressent tous quelque chose. C'est là que ça se passe. Voilà, il y a de la beauté. Voilà. Les survivants, hein, je crois que c'est ça le titre du film qui va sortir courant 2020, Denis Ménochet. On résume l'histoire, hein. Oui, carrément. Samuel, qui habite à Gap, il va s'isoler dans un petit chalet. Il s'isole dans un chalet suite au décès de sa femme et il tombe en fait sur une réfugiée afghane qui cherche à passer les Alpes. En fait, la frontière remonte jusqu'aux Alpes, bien entendu, et beaucoup essayent de passer en fait, même l'hiver, dans des conditions là pour le coup aussi extrêmes, très dangereuses, en jean, en basket, dans la neige pour passer la frontière. Et lui, en fait, côté italien, tombe sur Chéré, qui va se retrouver malgré lui à aider, traqué à la fois avec le danger de la nature et le danger des hommes aussi. Donc, à la fois film politique, social et une sorte de western. Un western. Très envie de le voir. Comment vous gérez, comment vous avez appris les uns et les autres dans votre formation, parce que vous êtes très dépendant des autres, vous êtes dépendant de vos équipes, équipes techniques, des autres musiciens quand vous jouez avec eux. Comment vous avez appris à faire avec autrui ? On l'a vu dans le reportage. Moi, j'ai beaucoup fait d'ensemble. On a vu le brass band tout à l'heure. Ce qui est bien, c'est que dès petit, on nous met dans des orchestres et on apprend. C'est vrai qu'on le fait tout de suite. Voilà, ouais. Oui, parce qu'en piano, on peut tout faire tout seul, guitare, mais voilà, quand on fait d'un cuivre, c'est pas toujours évident. Donc, on nous met tout petit dans des formations et ça, c'est chouette parce que on fait de la musique ensemble et c'est pour. On n'a pas tellement le choix en fait d'écouter les autres. Non, mais c'est génial. Ouais. Se mettre à la réalisation, c'est heureusement qu'en fait on n'est pas tout seul. Moi j'ai l'impression que c'est une sorte de cauchemar que je fais en fait avant un tournage, de me retrouver tout seul avec une caméra, des projos, et vraiment tout seul. Et en fait comme j'ai appris en faisant, et que dans le même temps en fait à mon poste, la réalisation ou l'écriture, qui a quelque chose de technique, mais sur le plateau, je suis pas technicien, c'est plus une vision que j'essaye en fait d'avoir et qui est traduite en fait par les autres. C'est eux qui ont le talent, l'image, les costumes, c'est tout ce savoir-faire. C'est une expérience de lâcher prise et il faut faire confiance. Voilà, il faut travailler. Trouver les bons mots pour exprimer son intention, pour la lumière, le son, le jeu. Et... On est forcément finalement qu'une personne dans l'immensité du travail de l'équipe. Donc le pilote finalement c'est juste celui qui va concrétiser tout le travail. Qui va porter le travail des autres. Qui va porter le travail des autres. Donc finalement c'est une responsabilité en plus pour le pilote. Mais voilà, sans équipe on serait rien. Et voilà, il faut relativiser aussi, parce que souvent on parle des pilotes qui sont sur le podium, mais on parle pas assez à mon goût. De tout le boulot qui est fait dans le stand et avant. Et les gens ne peuvent pas s'imaginer toute la préparation qu'il y a. La parole aux jeunes et aux élèves du lycée Montesquieu de Caen grâce à nos partenaires de l'ONICEP. C'est dans quelques instants. Et la première question est signée Hippolyte. Elle s'adresse à vous, Guillaume. Qu'avez-vous ressenti lorsque vous avez dû arrêter le tournage de votre premier long métrage ? Ça a été un moment vraiment bouleversant parce que pour le coup, j'avais imaginé le pire à plein d'endroits, mais me retrouver à prendre la parole devant toute l'équipe technique et dire, c'était suite à l'allocution du président Macron, de devoir dire en fait on remonte tous, c'est fini. Ça faisait 3 mois que j'étais en prépa, 2 ans d'écriture, ça a été extrêmement violent. Le mois qui a suivi, j'étais vraiment chez moi assez abattu. Et derrière, il y a eu le soutien de la production, il y a eu le soutien des comédiens, il y a eu l'équipe, Ça a créé en fait cette douleur, a créé une attente, ça a créé en fait une forme de solidarité, de sort en fait vraiment entre nous tous. Et la reprise en fait a été inoubliable. Vous êtes revenu plus fort d'une certaine manière. C'était dingue d'attendre 10 mois et de reprendre, donc en fait très douloureux et puis magnifique ensuite. Question numéro 2, elle est de Claire et elle est pour vous, Mathis. En dehors des 24 heures du Mans, y a-t-il d'autres courses qui vous font rêver ? Bien sûr, il y a d'autres courses qui me font rêver. J'aimerais pouvoir rouler plus tard aux États-Unis. Il y a les courses de Sebring et de Daytona que j'ai absolument envie de faire aussi. Et puis les 24 heures de Spa aussi qui sont une course en Belgique, Spa-Francorchamps. Exactement, en GT. Donc il y a plein d'autres courses d'endurance. Voilà, je voudrais absolument par contre rester en endurance. La Formule 1 me fait pas forcément envie pour l'instant. Donc j'ai dit une énorme bêtise quand j'ai dit que vous vouliez devenir Lewis Hamilton. Vous ne voulez pas devenir Lewis Hamilton. Plutôt Tom Christensen. Plutôt Tom Christensen. Troisième question, elle est de Joachim. Guillaume, elle est pour vous. Quelles sont les différences entre travailler sur un court et un long métrage ? Il y en a plusieurs, mais il y en a une qui est essentielle, mais
en fait, qui est vraiment nul comme réponse, c'est en fait que c'est plus long. Et en fait, là-dedans... Non, Guillaume. Mais en fait, si, parce que le côté marathon, le cours, moi j'ai eu la chance de faire 3 courts-métrages où en très peu de temps, en fait, même si un cours peut prendre du temps, ils se sont financés assez rapidement. Tout ça, j'ai eu la chance de pouvoir les faire. Et j'ai vraiment découvert le côté marathon, encore plus avec un film arrêté, puis un film qui a demandé beaucoup de travail en post-production sur des effets spéciaux, tout ça, enfin vraiment de la musique. J'ai beaucoup de musique sur le film. Donc en fait, ce côté marathon, d'arriver au bout de 4-5 ans de travail, je l'avais vraiment sous-estimé en fait. Et je me rends compte que oui, c'est... Et c'est vrai, quand on a des récits de réalisateurs sur des films qui arrivent sur les écrans, c'est souvent 5 ans, c'est 10 ans parfois de travail. Si on parle comédie musicale, le West Side Story de Spielberg, je crois que c'est un projet sur 10 ans. Ouais, ça doit être énorme. Non, mais je dis ça parce que ça doit être énorme, enfin, tout le travail. C'est une grosse production quand même. 4e et dernière question, c'est Alexis qui vous interroge, Mathis. Comment vous sentez-vous lorsque vous vous apprêtez à vous lancer dans une course ? C'est énormément de pression, enfin, j'ai vraiment l'impression d'être assez stressée et bizarrement, dès que je rentre dans la voiture, tout ça s'évapore et je suis vraiment concentrée sur la procédure. Voilà, il faut brancher la radio, brancher l'eau pour pouvoir se ravitailler pendant la course, faire un message radio pour dire aux ingénieurs qu'on les entend bien, etc. Et puis voilà, après, on regarde le timer. C'est du process, en fait. Voilà, c'est dans la procédure et en fait... Et la préparation mentale, elle vous prépare à ça. Exactement, c'est pour ça qu'on fait cette visualisation quand on rentre dans la voiture, parce que c'est le moment le plus important pour pouvoir être directement dans la course. On a commencé en musique, on va terminer en musique. Juste avant que vous rejoigniez votre trompette, Lucienne, et je vais vous poser la question pendant que Lucienne se prépare également. Si c'était à refaire, est-ce que vous changez quelque chose dans votre parcours ou est-ce que jusqu'à présent, vous vous dites finalement, il y a eu des aléas, mais bien Moi, je ne crois pas au regret. Je pense que nos échecs, ça nous apporte quand même, et c'est ça la vie. Donc je regrette rien. Voilà. Et vous auriez pu nous jouer Non, je ne regrette rien de Piaf, mais ça va être My Funny Valentine. Je vous laisse vous mettre en place et je vous pose la même question. Mathis, vous êtes tout jeune, je ne sais pas si la question vaut encore. Si, bien sûr, il y a des étapes qui ont été faites, etc. Maintenant, voilà, comme le disait Lucienne, c'est vrai qu'on apprend beaucoup plus des erreurs que de ses victoires. Moi, je suis dans cette philosophie-là aussi. Voilà, je veux essayer d'être chaque jour une meilleure version de moi-même. Donc, j'apprends beaucoup tout le temps. Et non, je ne ferai pas mon parcours différemment. Au contraire, je pense que tous les virages que j'ai pris, qui n'étaient peut-être pas forcément nécessaires, permettent, métaphore, Mathis, poète avec ça, permettent de se rendre plus fort, tout simplement. Merci beaucoup, Guillaume. J'ai eu des moments en fait compliqués parce qu'il y a des moments où on se dit mais dans quoi je me suis embarqué, l'attente pour qu'un film se finance, ce genre de choses, et même des réponses négatives parfois. Et en fait, aujourd'hui, là où je suis, je me dis que voilà, sans ces virages, je n'aurais pas été en fait là à faire un film, à préparer une série, donc non, aucun regret non plus. Non, je ne regrette rien, c'est la morale de l'histoire de cette émission. Merci beaucoup à tous les deux, à tous les trois évidemment, avec Lucienne, d'avoir partagé vos parcours. Guillaume, on vous retrouve en salle en 2022 avec ce film qui est intitulé Les Survivants avec Denis Ménochet. OCS 3615 Monique, saison 2, vous allez la réaliser. Mathis, bientôt pour les 24 heures, on espère, on croise les doigts. Lucienne, bientôt en concert, on peut réécouter vos albums chez Warner Classics, The Voice of the Trumpet, c'était en 2017. Mademoiselle in New York avec le BBC Concert Orchestra et Piazzolla Stories, dirigé par Sacha Gotzel avec l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo. Merci de nous avoir suivis derrière votre écran. Vous retrouvez cette émission en rediffusion sur lemonde.fr, sur LMTV Sarthe, et on a un cadeau de fin d'émission. Et comme c'est bientôt la Saint-Valentin, My Funny Valentine, c'est pas très drôle, mais la Saint-Valentin c'est rigolo. C'est le cadeau de fin d'émission. Lucienne Renaudin-Vary. Bye.